quel était l'état d'esprit de l'auditoire à la 62e session, bien sûr, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pendant votre discours? Parce que on a l'impression que les crimes commis au Congo par le régime Sassou, bien sûr, n'ont jamais attiré l'attention ni inquiété l'ONU. Et cela devient aussi une préoccupation pour les Congolais. Il y a un autre paragraphe de ce rapport qui a attiré mon attention, c'est à la page 21 du rapport. Premier paragraphe, je vais lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Voici ce que dit le paragraphe. En accompagnant des familles dans l'identification des corps de leurs proches, notre organisation, donc le CAD, a pu constater l'état de saturation préoccupant de la morgue de Brazzaville, marqué par la présence de nombreux corps de jeunes hommes tués. Je reprends. En accompagnant des familles dans l'identification des corps de leurs proches, notre organisation a pu constater l'état de saturation préoccupant de la morgue de Brazzaville, marqué par la présence de nombreux corps de jeunes hommes tués. Alors, depuis le début de cette campagne de terreur en septembre dernier, tout le monde le sait, septembre 2025, cela fait déjà presque 10 mois, aucune procédure judiciaire contre les auteurs de ces crimes ne semble prospérer. Est-ce du fait de manque d'informations suffisantes ou il y a autre chose? Est-ce peut-être un problème de moyens, c'est ça? Ce que vous devez comprendre, c'est que nous, les Congolais, quand nous avons de telles démarches judiciaires à effectuer, nous voulons le faire en France. C'est pas possible de le faire, ces genres de démarches judiciaires en France, étant donné que la France est en complicité, c'est-à-dire l'Élysée est en complicité avec le dictateur. Si aujourd'hui, le dictateur fait ce qu'il est tenté de faire, parce qu'il a l'aval de l'Élysée, s'il n'avait pas l'aval de l'Élysée, il ne devait pas faire ce qu'il est tenté de faire, parce qu'il a le lobby Là, vous français êtes en train de faire des affirmations, Antoine Tamba Tamba Laval de qui... l'Élysée pour bien commettre sûr, ces crimes. oui, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est l'Élysée qui lui demande de commettre ce crime, je ne dis pas, je dis qu'il a le soutien, il a le soutien. Quand je vous parle du soutien aujourd'hui, tout ce que Sassou Nguesso est tenté de faire, parce qu'il a un soutien de lobby français. Voilà, tout ce qu'il est tenté de faire, de piller les richesses du Congo, assassiner les Congolais, parce qu'il a ce soutien. Pourquoi les médias français n'en parlent pas? Pourquoi on n'en parle pas? Donc aujourd'hui, si nous voulons que les plaintes puissent aboutir, moi je vais vous dire une anecdote. Moi j'ai rencontré à l'époque dans le département du 91 un ancien président français. Je lui ai posé la question pour lui dire, Monsieur le Président, pourquoi l'affaire des disparus du but jusqu'à nos jours n'a jamais été jugée? Vous savez ce que l'ex-président m'a dit? Il m'a dit, mais Antoine, mais écoutez, aujourd'hui, si on juge l'affaire du BIT, c'est l'arrestation de M. Sassou Nguesso Deni. Parce qu'au fait, celui qui a ordonné l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat de ce jeune, c'est le chef suprême des armées et c'est Sassou, au fait. Donc, le jour qu'on va juger l'affaire du BIT, c'est le jour où le régime de Sassou va tomber. Voilà ce que l'ex-président m'a dit. Oui, mais Voilà. si on Donc, juge cette affaire, Denis Sassou Nguesso va tomber. Et pourquoi est-ce que la France, c'est quoi le problème de la France dans tout ça? Et pourquoi on ne juge pas cette affaire? parce qu'il On ne va y pas a un jusqu'au bout. il y a un lobby qui est là, qui travaille pour Sassou Nguesso Deni et qui freine toutes les procédures judiciaires aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que on ne peut pas continuer à porter plainte en France. Pascal Lissouba avait porté plainte ici pour terrorisme contre l'État français. Aujourd'hui, la plainte est où? Lissouba, quand il quitte le pouvoir en 97, il porte plainte contre la France pour acte de terrorisme. La plainte est où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on doit ramener Sassou Nguesso au Conseil des droits de l'homme à Genève, et c'est Genève qui va faire des enquêtes et puis demander une session spéciale pour le Congo à l'ONU et mettre les mécanismes internationaux afin qu'on puisse mettre ce régime hors d'état de nuire. C'est ce qu'il faut faire. C'est le seul mécanisme aujourd'hui qui peut nous aider. C'est l'ONU aujourd'hui. Il faut ramener l'affaire à l'ONU. Des tribunaux français, des tribunaux européens, c'est pas possible. D'une part, ils sont en complicité avec le dictateur. Logiquement, dans l'histoire de tous les dictateurs du monde, on ne dialogue jamais avec un dictateur, on ne va jamais aux élections avec un dictateur. Avec un dictateur, il faut le combattre jusqu'au renversement des rapports de force.
Bonjour Antoine Tomba Tomba. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je vous remercie pour votre invitation. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes président du collectif des victimes du régime Sassou. Victimes de quoi concrètement? En fait, c'est un collectif composé de plusieurs associations, des personnalités et des individualités qui est là pour défendre toutes les victimes du régime de M. Sassou Nguesso Déni, victimes des parents dont des enfants ont disparu, des parents dont les enfants ont été tués, des parents qui ont eu des enfants qui ont été blessés lors tout le règne du régime de M. Sassou Nguesso depuis 1997. Donc nous, on part à partir de 1997 jusqu'à nos jours. Merci, vous avez pris part à la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies où vous avez pris la parole concernant la République du Congo. Une intervention que je propose en extrait à nos téléspectateurs avant de vous faire réagir. Suivez. Les principales préoccupations en matière de droits humains. À cette date, milliers de morts, déplacements massifs des populations, destruction des quartiers entiers de Brazzaville. 1998-2003, conflit dans la région du Poul. Violence contre les populations civiles, déplacements forcés, destruction des villages, crise humanitaire. Mai-juin 1999, affaire des disparus du Beach. Disparition d'environ 353 réfugiés rapatriés depuis Kinshasa selon les familles et ONG, impunité persistante. Juillet 2015, arrestation des militants opposés au changement constitutionnel. Restriction des libertés publiques. Le 20 octobre 2015, manifestation contre le référendum constitutionnel. Morts, blessés, arrestations et répression signalées par plusieurs ONG. Avril 2016, reprise du conflit dans le Poul, déplacement de population, conséquences humanitaires importantes. Juin 2016, arrestation du général Jean-Marie Michel Bokoko. Préoccupation concernant les garanties d'un procès équitable. Janvier 2017, arrestation de l'opposant André Okombi Salissa, préoccupations relatives aux droits de la défense et à la détention. 2017-2018, crise humanitaire dans le Poul. Plus de 100 000 personnes affectées selon diverses agences humanitaires. Voilà, on peut imaginer l'objectif de votre intervention à cette assemblée, mais quelles conséquences pour le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso? Comme vous le savez, j'ai participé à la conférence plénipotentiaire des Nations Unies en janvier pour la prévention et la répression des crimes contre l'humanité à New York. Donc, il m'a été recommandé par les membres du Congrès d'aller déposer plainte au niveau de Genève, qui est la capitale mondiale des droits de l'homme. Donc, nous avons demandé aux États membres des Nations Unies de continuer à suivre la situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Nous avons appelé au renforcement du dialogue avec les autorités congolaises, au soutien de la société civile et à l'utilisation des mécanismes internationaux existants pour examiner les allégations de violations graves des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Nous avons également insisté sur l'importance de la protection des défenseurs des droits humains, des journalistes, de toutes les personnes qui existent pacifiquement leur liberté fondamentale. Voilà. Alors, pendant que vous preniez évidemment la parole, je veux un peu savoir, c'est un peu ma curiosité. Généralement, lorsqu'on fait un discours comme ça, on a toujours l'œil sur son auditoire. Quel était l'état d'esprit de votre auditoire? Est-ce que c'est des gens qui adhéraient à votre discours ou qui étaient surpris d'apprendre ce que vous étiez en train de leur dire, ou bon, après, des gens qui sont parfois, vous savez, bah oui, on sait que ça se passe comme ça au Congo, mais bon, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous avez perçu dans cet auditoire? Pour vous mettre bien dans le contexte, en fait, le collectif des victimes du régime Sassou a fait une demande en urgence au président du Conseil des droits de l'homme à Genève pour Mhm. demander une salle de conférence afin qu'on puisse présenter la situation des droits de l'homme au Congo. J'ai présenté la situation des droits de l'homme au
Congo de 1997 à nos jours. L'auditoire, c'était l'auditoire composé des Chinois, des Philippins, des représentants de l'Union européenne, de la France et des Américains, ainsi que des Africains comme des Sénégalais, et il y a eu aussi des Togolais qui ont participé à cette conférence. Il y avait aussi beaucoup de Congolais qui sont venus suivre cette conférence où j'expliquais ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville. Mais il y a eu des gens qui ont été très attentifs. J'ai eu des bravos à la fin. Il y a des gens qui sont venus prendre mon numéro, des Français, des Américains. Il y a même eu une femme américaine qui a pleuré avec une Sénégalaise quand elles ont vu des vidéos, des photos que j'ai projetées, des enfants qui sont torturés par la milice privée de M. Denis Sassou Nguesso appelée DGSP. Les gens sont venus vers vous comme pour compatir, parce qu'il y a ceux qui découvrent Denis Sassou Nguesso, souvent présenté par ses soutiens extérieurs comme l'homme de la paix. Ils sont parfois surpris de découvrir que finalement les choses se passent autrement au Congo-Brazzaville. Mais est-il que dans cet auditoire, il y en a aussi qui savent ce qui se passe au Congo depuis fort longtemps, mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas agir. Mais une fois que vous avez fait ce discours, une fois que vous avez pris part à cette session, la suite, c'est quoi concrètement? Depuis là, c'est quoi les retombées? Les retombées, c'est que, en fait, notre but, une fois que la plainte a été déposée au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, ils vont examiner notre plainte et ils vont remonter la plainte vers l'ONU afin qu'une session spéciale puisse être demandée pour examiner la situation du Congo par rapport à nos allégations. Alors moi, je voudrais revenir sur votre discours pour comprendre réellement de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les épisodes que vous avez pris en compte, en fait, pour évidemment constituer votre discours? De quoi vous avez parlé exactement? Nous avons présenté une chronologie des crimes et des assassinats du régime dictatorial et criminel de M. Sassou Nguesso Deni de 1997 jusqu'à nos jours. Nous avons parlé de la guerre de 1997 où M. Denis Sassou Nguesso est venu avec des armes, où il y a eu des milliers de morts suite à son coup d'État de juin 1997. Nous avons développé pour expliquer la situation après-guerre, c'est-à-dire quand il a pris le pouvoir en 1999, où il y a eu des disparus de Bichi, les 353 disparus du Bichi. En 2015, quand il y a eu le référendum anticonstitutionnel de M. Denis Sassou Nguesso, il y a eu des disparus, il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des blessés. Et en 2016, dans notre chronologie, on a expliqué comment les opposants Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa ont été jugés et condamnés injustement pour avoir voulu le changement au Congo. 2016, donc en 2016, en 2021, on a eu une autre élection où le candidat Parfait Kolola a été assassiné par le régime criminel et dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un opposant comme Parfait Kolola puisse mourir à la veille des élections présidentielles. 2025, il y a eu le président du Parti des socialistes, Lassi Bouti, qui a été enlevé, torturé, séquestré et empoisonné par la milice de M. Denis Sassou Nguesso. Et en septembre 2025, il y a eu l'opération lancée par, bien sûr, l'opération a été ordonnée par M. Denis Sassou Nguesso et dont le général Serge Obouane qui est l'exécuteur. Donc, M. Denis Sassou Nguesso a lancé une opération pour traumatiser les populations à travers sa direction générale de la sécurité présidentielle. D'après les organisations de droits de l'homme, d'après des parents des victimes, aujourd'hui, on peut compter plus de 2000 personnes disparues, tuées, blessées. Donc, il y a eu des destructions à la direction générale de la sécurité présidentielle. Voilà un peu la chronologie des faits qui ont été présentés au niveau du Conseil des droits de l'homme lors de la 62e session à Genève. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du rapport du CAD, le Centre d'action pour le développement, intitulé « Zéro
Kuluna. Kuluna, un terme que personne ne comprend d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de statut juridique. Donc, je disais, le rapport intitulé Zéro Kuluna, une opération de crime d'État contre la jeunesse en République du Congo. Évidemment, c'est une campagne de terreur et d'assassinat, d'exécution sommaire, tout le monde le sait, des jeunes présumés délinquants sans procès. Et c'est là que ça pose problème. Alors, dès l'entame de ce rapport, on peut lire, je vais donc, c'est en lingala en plus, Tokolakisa bino que toza DGSP tosakanakate. Ben, certainement, ce sont des propos des miliciens de la DGSP qui ont été rapportés dans ce rapport. En français, ça voulait dire nous allons vous montrer que nous sommes de la DGSP, nous ne plaisantons pas. Alors, cette phrase, je crois, à elle seule suffit pour comprendre la nature de cette opération de crime menée par non pas la police, non pas la gendarmerie, pas non plus l'armée congolaise, mais par la garde personnelle de Denis Sassou Nguesso, donc la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, en violation, il faut le rappeler comme ça, des lois et règlements de la République du Congo. Voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure en amont. Quel était l'état d'esprit de l'auditoire à la 62e session, bien sûr, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pendant votre discours? Parce que on a l'impression que les crimes commis au Congo par le régime Sassou, bien sûr, n'ont jamais attiré l'attention ni inquiété l'ONU. Et cela devient aussi une préoccupation pour les Congolais. Il y a un autre paragraphe de ce rapport qui a attiré mon attention, c'est à la page 21 du rapport. Premier paragraphe, je vais lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Voici ce que dit le paragraphe. En accompagnant des familles dans l'identification des corps de leurs proches, notre organisation, donc le CAD, a pu constater l'état de saturation préoccupant de la morgue de Brazzaville, marqué par la présence de nombreux corps de jeunes hommes tués. Je reprends. En accompagnant des familles dans l'identification des corps de leurs proches, notre organisation a pu constater l'état de saturation préoccupant de la morgue de Brazzaville, marqué par la présence de nombreux corps de jeunes hommes tués. Alors, depuis le début de cette campagne de terreur en septembre dernier, tout le monde le sait, septembre 2025, cela fait déjà presque 10 mois, aucune procédure judiciaire contre les auteurs de ces crimes ne semble prospérer. Est-ce du fait de manque d'informations suffisantes ou il y a autre chose, peut-être un problème de moyens, c'est ça? Ce que vous devez comprendre, c'est que nous, les Congolais, quand nous avons de telles démarches judiciaires à effectuer, nous voulons le faire en France. C'est pas possible de le faire, ces genres de démarches judiciaires en France, étant donné que la France est en complicité, c'est-à-dire l'Élysée est en complicité avec le dictateur. Si aujourd'hui, le dictateur fait ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a l'aval de l'Élysée, s'il n'avait pas l'aval de l'Élysée, il ne devait pas faire ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a le lobby Là, vous français êtes en train de faire des affirmations, Antoine Tamba Tamba Laval de qui, l'Élysée pour bien commettre sûr, ces crimes. oui, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est l'Élysée qui lui demande de commettre ce crime, je ne dis pas, je dis qu'il a le soutien, il a le soutien. Quand je vous parle du soutien aujourd'hui, tout ce que Sassou Nguesso est tenté de faire, parce qu'il a un soutien de lobby français. Voilà, tout ce qu'il est tenté de faire, de piller les richesses du Congo, assassiner les Congolais, parce qu'il a ce soutien. Pourquoi les médias français n'en parlent pas? Pourquoi on n'en parle pas? Donc aujourd'hui, si nous voulons que les plaintes puissent aboutir, moi je vais vous dire une anecdote. Moi j'ai rencontré à l'époque dans le département du 91 un ancien président français. Je lui ai posé la question pour lui dire, Monsieur le Président, pourquoi l'affaire des disparus du but jusqu'à nos jours n'a jamais été jugée? Vous savez ce que l'ex-président m'a dit? Il m'a dit, mais Antoine, mais écoutez, aujourd'hui, si on juge l'affaire du BIT, c'est l'arrestation de M. Sassou Nguesso Deni. Parce qu'au fait, celui qui a ordonné l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat de ce jeune, c'est le chef suprême des armées et c'est Sassou, au fait. Donc, le jour qu'on va juger l'affaire du BIT, c'est le jour où le régime de Sassou va tomber. Voilà ce que l'ex-président m'a dit. Oui, mais Voilà. si on juge Donc, cette affaire
Denis Sassou Nguesso va tomber. Et pourquoi est-ce que la France, c'est quoi le problème de la France dans tout ça? Et pourquoi Mais c'est on ne juge pas cette affaire? parce qu'il On ne va y pas a jusqu'au bout. il y a un lobby qui est là, qui travaille pour Sassou Nguesso Déni et qui freine toutes les procédures judiciaires aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que on ne peut pas continuer à porter plainte en France. Pascal Lissouba avait porté plainte ici pour terrorisme contre l'État français. Aujourd'hui, la plainte est où? Lissouba, quand il quitte le pouvoir en 97, il porte plainte contre la France pour acte de terrorisme. La plainte est où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on doit ramener Sassou Nguesso au Conseil des droits de l'homme à Genève, et c'est Genève qui va faire des enquêtes et puis demander une session spéciale pour le Congo à l'ONU et mettre les mécanismes internationaux afin qu'on puisse mettre ce régime hors d'état de nuire. C'est ce qu'il faut faire. C'est le seul mécanisme aujourd'hui qui peut nous aider. C'est l'ONU aujourd'hui. Il faut ramener l'affaire à l'ONU. On ne peut pas le ramener dans des tribunaux français, des tribunaux européens. C'est pas possible. D'une part, ils sont en complicité avec le dictateur. Et donc, vous disiez que vous avez déjà amorcé une procédure judiciaire, c'est ça, contre Oui, le régime Sassou. nous avons déposé une plainte contre le régime de M. Denis Sassou Nguesso allant de 97 jusqu'à nos jours au Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc, Genève va examiner notre plainte et nous allons, avec nos avocats, demander que ça puisse être présenté à l'ONU et c'est l'ONU qui peut demander une session spéciale pour le Congo et pour voir la situation du Congo en session spéciale. C'est comme ça le mécanisme. Ça passe par Genève et Genève remonte au niveau de l'ONU à New York. Voilà, donc je reviens aussi sur une autre information que ben, voilà, les Congolais en sont déjà informés depuis, je crois, 2 jours. On apprend d'ailleurs dans une enquête du magazine Africa Intelligence, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur cet article, mis en ligne le 6 juillet dernier, donc il y a à peine quelques jours, intitulé Congo, Togo, Françoise Joly, l'énigmatique conseillère française, en fait d'origine rwandaise, du chef d'État devenu le relais de Moscou. Et dans cette enquête, évidemment, il ressort que des mercenaires russes de l'Africa Corps font partie des effectifs de la DGSP, cette milice de Denis Sassou Nguesso. Nous l'avions dit dès le départ, lorsqu'on a observé le mode opératoire de cette unité, de cette milice, comment ils étaient, mais ils continuent à le faire hein, jusqu'à maintenant, là, comment est-ce qu'ils tuent les jeunes en public, en les prenant chez eux, les sortant de chez eux, parfois nuitamment. Ils attendent la journée, ils viennent les exposer en public et voilà, ils les fusillent devant les enfants, devant tout le monde, en public, parfois devant des marchés. On profane les corps, on les abandonne là, ils sont partis, ben, ne touchez pas ce corps. Après, ils reviennent à 48 heures pour chercher le corps, le faire disparaître, ils brûlent les maisons. Alors donc, on commençait à se poser la question de savoir, mais je ne sais pas si la police congolaise ou la gendarmerie congolaise, parlons même de l'armée congolaise, pouvait agir ainsi au Congo. Et nous avons pensé que ce n'était pas évident parce que seuls les mercenaires pouvaient agir ainsi. Et maintenant, nous avons la certitude à partir de cet article de l'Africa Intelligence qui nous révèle qu'il y a des mercenaires dans la DGSP, cette milice de Denis Sassou Nguesso. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez porté plainte à l'ONU. Bon, encore que vous avez dit ça ne sert à rien de continuer à le faire en France parce que là-bas, il y a des soutiens de Denis Sassou Nguesso. Évidemment, vous avez raison parce que le procès sur les massacres de Beach, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on en parle, 30 ans qu'on en parle, ça n'a jamais prospéré. Mais entre-temps, on peut vous sortir ce disque qui est déjà presque rayé sur les biens mal acquis, mais jamais ne touche là où les Congolais attendent voilà, les choses sérieuses. Donc, des crimes qui ont été commis par Denis Sassou Nguesso, crimes contre l'humanité. Sassou Nguesso lui-même est impliqué, donc l'affaire de Beach. Alors, vous dites, en France, ça ne peut pas prospérer, et vous avez déposé votre plainte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais qui va suivre en fait la procédure? Vous-même ou bien vous avez une équipe, des avocats qui vont suivre ou bien vous avez sollicité l'appui peut-être d'un État, comme j'ai entendu, parce qu'il y a des experts aussi qui m'ont dit, ce genre de plainte pour prospérer, il faut que vous ayez le soutien, soit d'un État qui peut vous accompagner ou je ne sais pas comment ça fonctionne.
Comment vous êtes en train de procéder? Effectivement, comme je viens de vous dire que nous sommes un collectif, nous avons travaillé avec des associations dans le silence. Et, nous avons travaillé depuis très longtemps, depuis 5 ans que nous avons travaillé avec ces associations et des individualités, avec des officiers, des journalistes. Donc, nous avons mis en place ce collectif qui est composé de plusieurs associations, comme je vous ai dit, des individualités et des gens de la société civile. Nous avons des avocats, nous avons un panel des avocats, nous avons 3 avocats qui vont nous suivre, des avocats internationaux qui interviennent à Genève comme aux États-Unis d'Amérique, qui vont suivre ce dossier jusqu'à l'aboutissement. Et je pense bien d'ici peu, vous entendrez les échos. Voilà, pour ne pas tout dévoiler. Bien voilà, j'espère que les Et aussi, Congolais vont continuer à... Oui, je rappelle, M. Perrin, par rapport à ce que vous oui. venez de dire, j'ai écouté que vous avez parlé des gens qui ont été enlevés, des leurs parents et assassinés. Beaucoup de gens, ce qui ne disent pas aujourd'hui, en fait, en dehors du pool, il y a beaucoup de jeunes qui ont été enlevés dans la Bouenza et dans le Niari, dont les corps ont été jetés dans le fleuve Niari. Parce que moi, j'ai eu des appels des gens qui m'ont appelé depuis Nkayi, ils ont dit sur le fleuve Niari, il n'y a que des corps des jeunes qui sont bâillonnés et puis les corps jetés dans le fleuve Niari. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été tués dans le Niari. Nkayi, Madingu, Wansa, les corps sont dans le fleuve Niari. Ça veut dire que s'il y a des enquêtes indépendantes, on peut retrouver des traces, des éléments de preuve sur Bien place. sûr, il y a des gens qui ont pris des photos, qui ont filmé les corps sur le fleuve Niari. Ça, c'est en quelle période? Là, quand ils ont lancé leur opération, eux, ils m'ont appelé en octobre 2025. Ils m'ont dit, là, on est tenté de voir les corps là sur le fleuve Niari vers Nkayi. Donc, les corps, en fait, donc, ils ont été tués vers Madingu et Bouansa. Alors là, je sais même pas quoi dire. Alors, venons donc, vous avez dit que vous avez demandé le soutien de la communauté internationale, c'est bien cela, et vous travaillez en collaboration avec voilà, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et vous avez aussi une équipe qui travaille sur ces questions. Dans votre équipe, vous avez des avocats. Bah, évidemment, il faut même pas citer leur nom parce qu'après, c'est la corruption qui passera par là. Mais dites-moi, est-ce que vous avez certainement une adresse à l'endroit des gouvernances, il faut le dire comme ça, des autorités congolaises? Autorité encore, ça pèse beaucoup, mais bon, on peut le leur concéder. Peut-être que vous avez, voilà, une adresse à l'endroit des autorités congolaises. Mais ce que nous pouvons demander aux autorités congolaises, c'est que nous pouvons que demander le dialogue. Il faut dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, il faut dialoguer. Le régime est aux abois. Le Mais régime de M. pardon Sassou. de vous couper comme ça. Certains pensent qu'on ne dialogue pas avec les criminels, on ne dialogue pas Mais avec oui, les mais oui. terroristes. Vous, vous demandez un dialogue avec... Écoutez, nous sommes en pleine émission. Nous sommes en pleine émission. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies en pleine émission. Nous pensons que nous ne pouvons que publiquement demander le dialogue, la libération des prisonniers politiques et vers une transition sans M. Sassou Nguesso Deni. Voilà ce qu'on peut dire. Mais je pense bien, logiquement, comme vous venez de le dire, on ne dialogue pas avec un dictateur. On ne va pas aux élections avec un dictateur. Un dictateur, on le combat jusqu'au renversement des rapports de force. C'est ce qui a été démontré dans tous les pays où il y a eu des dictateurs. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire publiquement? On peut que dire, M. Sassou Nguesso, il faut un dialogue. Libération des prisonniers politiques, transition sans M. Sassou Nguesso Deni et donner le pays, le gouvernement aux technocrates qui peuvent bien diriger le pays. C'est tout. Denis Sassou Nguesso doit partir. Et ça se fait aussi. Il y a eu des dictateurs qui ont jeté l'éponge, qui ont laissé le pays aux gens qui peuvent bien gérer le pays. Si ne le veut pas, moi, c'est que je sache, je suis d'accord avec vous. Logiquement, dans l'histoire de tous les dictateurs du monde, on ne dialogue jamais avec un dictateur, on ne va jamais aux élections avec un dictateur. Avec un dictateur, il faut le combattre jusqu'au renversement des rapports de force. Une fois que les rapports de force sont inversés, à partir de là, on peut commencer à dialoguer. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Alors, Antoine Tamba Tamba, nous sommes à la fin de cette tranche. Je vais vous laisser conclure. Probablement que vous avez un message aussi
à nos téléspectateurs, aux Congolais que vous suivent, particulièrement évidemment les Congolais. Peut-être que vous avez un message à leur passer, puisque c'est de la République du Congo que vous vous battez. Vous êtes en train de lutter évidemment sur le terrain judiciaire, c'est ça? Oui, merci, Monsieur Perrin. Ce que je pouvais dire aux parents, surtout des victimes, je devais les rassurer pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés. Nous sommes en train de poursuivre les procédures afin que M. Sassou Nguesso un jour soit jugé devant les tribunaux internationaux. Donc, qu'ils ne se découragent pas, on ne les a pas oubliés. Aux jeunes Congolais, il faut qu'ils sachent qu'ils font partie de la solution. Ils doivent se lever afin qu'on puisse libérer notre pays de la dictature. Mais on n'a pas oublié les victimes. On ne les a pas oubliés. Nous sommes en train de travailler afin qu'un jour, M. Sassou Nguesso réponde de ses crimes devant les tribunaux internationaux. Donc, ils doivent rester, ce qu'on a toujours dit, dans la résistance. Et c'est la résistance qui gagne. Merci Antoine Tamba Tamba d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du collectif des victimes du régime Sassou. En tout cas, grand merci d'avoir consacré tout ce temps pour nous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin, de m'avoir invité Je vous en sur prie. votre chaîne. Merci, Je au vous en revoir. prie. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Les petits gestes d'encouragement, vous les connaissez. Mais je peux toutefois les rappeler, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement ce numéro et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons abordé, notamment les crimes de sang au Congo-Brazzaville, la violation, j'allais dire, presque permanente des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, à très bientôt, monsieur.